Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Tester votre alignement ou votre désalignement d'ailleurs professionnel. On va en parler dans quelques instants avec Nicolas Lepère, qui est responsable R&D, docteur en management d'Ignition Program. Il nous parlera justement de cette technologie. Les entreprises s'engagent avec l'accompagnement des travailleurs réfugiés et on aura un cas concret. Hugues Moreau nous parlera de son expérience. Il est gérant du groupe Vie. Et puis un grand entretien aujourd'hui dans le cercle RH avec Saïd Amouche. Il a créé Mosaïque RH en 2007. Il a créé en 2020 la fondation RH et il mène ce combat pour l'inclusion à l'occasion de ce sommet de l'inclusion économique. Ça se passera au ministère de l'économie et des finances. Ça commence aujourd'hui. Il viendra nous parler de cette initiative, une manière de créer une passerelle entre les entreprises et les jeunes des quartiers. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'enjeu du premier emploi. Bah oui, c'est un sujet évidemment important. On en parlera avec Manuelle Malo, directrice EDEC New Gen Talent Centre. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. D'ailleurs, est-ce que vous êtes bien dans votre job? Parce que c'est un peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec Nicolas Lepère. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable R&D, docteur en management de Ignition Program. Commençons par le début parce que vous êtes une entreprise, Ignition Program, qui a été créée en 2013, 100 collaborateurs sur le mode start-up. Vous faites du RH, de l'accompagnement. Et puis, vous, votre mission, parce que c'est le R&D, c'est d'avoir bâti, construit ce test. Assez génial, effectivement, je suis allé voir. Racontez-moi d'abord l'histoire de la création de ce test. Ça dure 15 minutes et qu'est-ce qu'il va nous permettre de savoir, ce test? Très bien. Alors, l'histoire, elle est simple. C'est si on veut donner du sens au travail, à titre personnel, mais si on veut, comme manager et RH, avoir des salariés qui aient du sens et donc qui soient engagés, il faut qu'on soit en mesure de le mesurer, de l'identifier. Et la réflexion était de s'appuyer sur un modèle théorique très solide, le modèle de Schwartz, qui a été utilisé depuis 30 ans, pour l'adapter à une situation professionnelle en identifiant 36 motivations profondes que chacun d'entre nous pouvons avoir dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle, et avec une adaptation spécifique pour l'activité professionnelle. Donc ça, c'est le point de départ. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le lundi matin pour aller travailler? Qu'est-ce qui fait qu'on a du sens dans notre activité professionnelle, sachant qu'on va passer 80% du temps de sa vie à travailler. Point de départ. Point de départ, l'idée c'est qu'à travers ce test de 15 minutes environ, vous avez inclus cette méthodologie de Schwartz. Ça permet de situer l'alignement ou le désalignement, parce qu'on va voir les résultats. Vous l'avez évidemment testé grandeur nature, vous en avez tiré des datas. Absolument. C'est pas si simple. Alors, il y a au-dessus de 80, on est aligné, on est d'accord par rapport au test. À peu près, tout à fait. C'est ça. Oui, tout à fait. En dessous, en dessous de 75 de mémoire, on commence à pas être très très bien. Puis en dessous de 50, là, c'est la catastrophe. Alors, c'est ni pas très bien, ni pas la catastrophe. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. D'abord, c'est un outil pour arriver à corriger des choses. Donc, c'est absolument quelque chose qui n'est pas une évaluation, mais bien la possibilité de transformer en fait son travail de façon quotidienne ou éventuellement de changer de job. Et c'est des choses qu'on connaît beaucoup aujourd'hui pour un certain nombre de gens. Mais c'est aussi un outil pour les managers pour arriver à échanger avec leurs managers, pour dire de quelle façon tu pourrais être plus heureux demain, de quelle façon tu pourrais être plus engagé. Donc, ça n'est en rien quelque chose de négatif, c'est quelque chose sur lequel on a un plan pour action après. Il y a deux sujets qui traitent à travers ce test. Il y a le désengagement, il y a l'ennui et il y a l'envie de démissionner. La vraie question qui est posée à travers votre stratégie, c'est est-ce que vous touchez directement les salariés? On va voir d'ailleurs quelques images de l'alignement global sur les grands thèmes. Vous les touchez en direct, ces salariés, ou vous passez par les DRH? Parce que, en fait, l'enjeu des DRH, c'est qu'ils vous disent, mais nous, on n'arrive plus à avoir des salariés engagés. Comment vous faites? Parce que ce qui est intéressant, c'est le salarié va le faire et il va s'apercevoir qu'il est désengagé. Qu'est-ce qu'il fait? Il est face à sa feuille de résultats et il est un peu perdu? Alors, le salarié a accès sur notre site directement à ce test qui est gratuit, première chose. Le bilan qu'il reçoit, pour lui, est anonyme, donc il est partagé par personne. Mais avec ces informations-là, il a deux solutions. Il peut effectivement échanger avec son manager, échanger avec la RH éventuellement, ou éventuellement prendre contact avec nous pour voir comment on peut l'accompagner sur éventuellement un next steps professionnel, un bilan de compétences par exemple qu'on a mis en place qui s'appelle Boussole.
De façon générale, c'est une logique dynamique, mais la responsabilité et l'enjeu est donné aux salariés. Et ça, c'est une chose absolument indispensable. On ne construit pas sa vie professionnelle simplement parce que les DRH seront gentils et vont s'occuper de vous. C'est bien parce qu'on sera capable de formuler des attentes et de les expliquer qu'un DRH ou un manager pourra entendre ça et pourra ou ne pourra pas y répondre. Et c'est ça l'enjeu. C'est se réapproprier son projet professionnel et permettre à son manager de comprendre quelles sont ses attentes profondes. Et cet alignement-là permet l'engagement. Et donc, ce n'est pas un outil destiné aux DRH pour contrôler ou mieux pour distribuer des valeurs ou autre chose à leurs salariés. Je reviens pour être plus précis. Entre 75 et 50, vous dites qu'il est dans une zone rouge. Oui. Ça, c'est le résultat qu'il va avoir. C'est anonyme. Il est face à ce résultat. Oui. Il a plusieurs options. J'imagine que dans les résultats qui lui sont proposés, il attend un certain temps pour avoir ce résultat. Vous lui dites les 3 options que vous venez de me soumettre. Absolument. Lui, spontanément, va dire bon, je vais aller voir ma DRH. Il présente le résultat. Comment il présente? Parce que c'est toujours très compliqué. Il dit voilà, j'ai fait Initiation Programme. Voilà, je suis dans la zone rouge. Qu'est-ce que vous me proposez? Comment ça fonctionne après? Alors, en fait, le bilan, même s'il donne un score global, donne des scores détaillés extrêmement précis sur chacun des points. Et on se trouve assez naturellement dans une entreprise à avoir des choses qui cochent très bien, sur lesquelles on est très aligné. J'ai des relations extrêmement amicales dans la boîte, j'aime tout le monde, j'ai pas envie de les quitter, j'ai pas envie de changer de boîte à cause de ça. Et en même temps, je suis frustré parce que je voudrais plus d'autonomie, je voudrais qu'on me donne plus de responsabilités. Et le poste qu'on m'a été proposé pour plein de raisons n'est pas là. Et donc je vis une tension entre les deux. Mais quand je vais voir ma DRH, je vais pouvoir lui dire, moi, j'ai des choses qui me vont très très bien, et il y a des choses sur lesquelles je voudrais évoluer. Et voilà précisément de quoi on voudrait qu'on parle. Mais il peut ouvrir sa petite pochette où il sort le résultat. Est-ce que ça peut aller jusque-là, lui dire, voilà, regarde, j'ai fait ce test, c'est sérieux. C'était d'où ma question de passer ou pas par le DRH. Alors, notre préco, c'est pas d'aller passer par les DRH. La première personne concernée, c'est le manager. C'est la personne qui accompagne, qui fait grandir ses salariés. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qui doit être décentralisée, pas portée par les RH. Mais venir avec son bilan en disant, voilà, d'après ce que j'ai pu mesurer, il y a des choses qui me vont bien, il y a des choses qui me vont moins bien, qu'est-ce que tu en penses et comment on peut avancer? C'est cette relation de transparence que d'ailleurs les managers attendent. La plus grosse difficulté pour un manager, c'est de ne pas savoir quels sont les leviers de motivation de ses équipes, de ne pas savoir comment rendre l'engagement possible. Parce que souvent, on est sur du flou, on parle de salaire uniquement, on parle frustration liée à un événement. Or, le salaire n'est qu'un des éléments. Dans les datas qu'on a, je peux vous dire que c'est moins de 5% des problèmes essentiels dans des éléments. Et le reste, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui ressort? La reconnaissance. Oui. Est-ce que le travail que je fais se traduit par le fait qu'on considère que je suis un participant actif dans la boîte? La qualité des relations, le fait que les relations soient à la fois amicales, elles soient respectueuses. La loyauté au sens de la parole donnée et la parole tenue. Les engagements pris sont tenus ou pas. Le sens, alors évidemment un sujet très vaste. Dans quelle mesure mon activité contribue à la préservation de la planète? Ça devient quelque chose qui émerge de façon très importante. C'est pas une grande surprise, on pourrait l'imaginer. Et on va en reparler à la fin. Mais il y a une vraie frustration de beaucoup de gens qui disent, non, finalement, dans mon quotidien, moi, je suis inactif. Dans quelle mesure ma boîte pourrait me permettre de l'être? Oui, pour le dire un peu abruptement, moi, je ne sers pas à grand-chose. Exactement. Je ne suis pas assez impliqué dans la vie de l'entreprise et mon entreprise ne me renvoie pas assez de messages dans lesquels je puisse m'impliquer. Absolument. C'est ça l'enjeu. C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça, c'est les éléments clés et on met de côté le salaire, qui est évidemment un élément important, mais vous dites c'est plus le salaire qui compte. C'est plus suffisant. Le sens et l'intérêt que je porte à mon métier. Absolument. Merci Nicolas Lepère d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Responsable R&D, c'est vous qui avez, comme on dit, pondu, fabriqué ce test. 15 minutes, c'est pas long. Faites-le et ça vous donnera l'occasion de savoir où vous vous situez dans votre alignement ou désalignement. Docteur en management et chez Initiation Programme, merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique, comme chaque semaine à la rencontre d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi et aujourd'hui en direction des réfugiés. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. On accueille tout de suite mon invité. Les entreprises s'engagent, elles s'engagent pour l'emploi des jeunes, elles s'engagent aujourd'hui en direction des réfugiés. On en parle beaucoup de ces réfugiés, évidemment, et on en parle aujourd'hui avec notre invité, Hugues Moreau. Bonjour Hugues. Oui, bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que, évidemment, chaque semaine, les entreprises s'engagent, nous dévoilent un entrepreneur engagé. Aujourd'hui, vous êtes, vous, le gérant d'une structure, le groupe Vie. Vous faites du génie climatique, c'est bien cela ?
C'est ça, absolument, oui. Et là aussi, Tout à fait. la climatisation et le génie climatique, c'est un sujet d'actualité. J'aimerais que vous nous parliez quand même de cette initiative que je trouve assez intéressante, de l'idée de recruter, d'avoir intégré dans vos équipes un réfugié. Je crois même que vous avez envie de poursuivre l'initiative. Racontez-moi comment ça s'est passé avec le réseau Les Entreprises s'engagent, parce qu'il y a eu une rencontre, il y a eu un échange qui a fait que tout cela a été possible. Alors effectivement, c'est une longue histoire. Elle a démarré il y a plus de 20 ans avec notre adhésion, le groupe Vie, deux sociétés, Climat Vita Vie, une dans les travaux, une dans la maintenance. On s'est engagé auprès de la Fondation d'aide contre l'exclusion, FACE, et son agence, son antenne dans l'Hérault, où on portait des valeurs humaines. Et depuis 20 ans, on s'engage à travers des actions très concrètes. Parrainage, stage, formation d'insertion et de qualification, et bien depuis longtemps, on peut effectivement, et on recrute des jeunes issus des quartiers, des personnes avec des problèmes d'emploi, des problèmes d'exclusion. Et il y a maintenant 6 mois, suite à une sorte, avec d'autres entrepreneurs de Montpellier, on essayait de réfléchir à des solutions innovantes, inclusives, et c'est tout naturellement que on a réfléchi à trouver des solutions sur cette problématique des réfugiés. Et je me suis dit que c'était bien de relever le challenge de pouvoir insérer dans notre équipe quelqu'un issu de cette problématique réfugié. Et dans le cas présent, réfugié politique. Oui. Réfugié politique, il a 33 ans, si je ne m'abuse. Comment ça se passe, les premiers pas? Parce qu'il y a évidemment de part et d'autre un regard croisé. On se découvre, il faut d'abord apprendre à se découvrir. Puis je pense qu'il y a un gros travail de votre part pour l'intégrer, pour l'immerger du mieux possible dans la structure. Ce que je veux effectivement tout de même préciser, et je pense que beaucoup d'entreprises sont dans notre cas, on a, vous le savez, et surtout dans nos métiers de génie climatique, énergie, travaux, une tension de main-d'œuvre, et c'est difficile pour nous de recruter. Donc on se dit, puisque c'est difficile de recruter, c'est peut-être bien aussi d'aller chercher des gens qui vont malgré tout matcher avec un certain nombre de choses. Donc moi j'ai effectivement, dans ce recrutement, je ne me suis pas occupé du recrutement, mais j'ai quand même demandé à ce qu'il y ait un minimum de cases à cocher. Le savoir-être, il est important quand même. Et puis une vraie volonté, une vraie motivation à pouvoir s'insérer dans notre entreprise. Et l'objectif pour nous, c'est pas de former, c'est de former et d'intégrer et de garder sur le long terme. Donc en fait, on a simplement, moi suite à ces demandes-là, on m'a présenté une seule personne qui avait réussi à relever ma demande, et que j'ai trouvé effectivement particulièrement motivé, avec un savoir-être intéressant, parce que ce sont des techniciens, puisque son job futur, c'est d'être technicien d'installation de systèmes génie climatique. Eh bien, il va être amené à aller chez nos clients directement, donc c'est important quand même qu'ils puissent porter haut les couleurs de notre groupe. Oui, évidemment. Il y a quand même un élément important, c'est la langue, parce qu'il y a un débat chez les réfugiés. Alors, quand ils arrivent de zones anglophones, c'est très compliqué. Là ce réfugié, il est dans l'entreprise depuis combien de temps maintenant, ce garçon? Alors, il est dans l'entreprise depuis maintenant 3 mois. 3 mois, et sa langue matérielle, il est issu donc d'Afrique centrale, et sa langue maternelle, c'est aussi le français. Donc effectivement, il n'y a pas eu cette problématique, et je dirais même qu'il fonctionne très bien, puisqu'il a un master 5 en communication. Il était à votre place, monsieur, journaliste dans son pays, et ça a été compliqué pour lui, semble-t-il. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais il s'est tourné vers la France comme pays d'accueil. Oui, évidemment. Oui, on peut imaginer que dans certains pays, le journalisme est un métier très dangereux, évidemment, et on le sait, grâce à Reporters sans frontières. Juste un mot, les nouveaux titres de séjour là, qui sont en débat. Vous dites que c'est une bonne initiative, cette idée que finalement, ne pas laisser ces réfugiés errer avec un petit pécule, mais les faire travailler le plus vite possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi je pense qu'effectivement, vu la problématique dans laquelle on est, on le sait, il va y avoir un flux migratoire, quoi qu'on en dise, important dans nos pays occidentaux. Il va falloir qu'on se prépare tous à recevoir ces populations.
dans mon cas de figure, il faut être honnête, je n'ai pas la barrière de la langue, c'est un petit peu plus simple, mais il va falloir qu'on s'y prépare. Alors, l'État peut le faire, mais il n'y a pas que l'État qui doit s'engager là-dessus. Il y a les grandes sociétés, il y a les PME aussi. Et je pense que si on aide, si on aide à pouvoir insérer ces populations, parce que ce sont des victimes de la crise climatique, hein, très, très clairement, il faut qu'on s'y prépare maintenant. Et on doit être accompagné, on doit être aidé aussi, parce que pour l'intégration de jeunes, je me base aussi sur la Fondation d'aide contre l'exclusion, qui accompagne ce jeune, et on a tous les mois, tous les 2 mois, un rendez-vous un petit peu formel pour bien s'assurer que sur le plan privé, sur le plan professionnel, il n'y ait pas de souci. Il faut se préparer à pouvoir intégrer ces personnes, d'autant plus qu'on en a besoin. Nous, les entreprises, on a besoin de main-d'œuvre, bien sûr. Merci Hugues. Je précise quand même que la rencontre s'est faite grâce à un des clubs des entreprises s'engagent. On est d'accord, hein, vous êtes engagé, on l'a entendu évidemment par cette fondation, mais aussi grâce à ce club qui vous a dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen? Ça c'est intéressant quand même. Voilà, c'est des idées, puis vous savez, c'est des échanges dans ce monde associatif, dans ces rencontres avec d'autres dirigeants, on témoigne et on trouve des idées intéressantes d'inclusion de ces populations qui sont en très très grande difficulté. Merci Hugues Moreau d'être venu témoigner de votre action concrète en tant que chef d'entreprise en direction de ces réfugiés. Il est chez vous depuis 3 mois et tout se passe très bien, on vient de l'entendre, il a 33 ans. Et il était dans son pays journaliste et vous lui avez tendu la main et il travaille. Merci à vous, merci d'être venu nous rendre visite dans cette rubrique Les entreprises s'engagent. On fait une courte pause et on va rester dans le sujet. Alors on ne parlera pas des réfugiés, mais on va parler de l'inclusion, notamment des jeunes des quartiers, de créer une passerelle entre les entreprises et ces jeunes qui parfois peinent et sont victimes de discrimination. On en parle à l'occasion de ce sommet de l'inclusion économique. Ça se passera au ministère de l'économie et des finances et c'est à l'initiative de Saïd Amouche. Il est le fondateur de Mosaïque RH, une entreprise de recrutement inclusif, et à la tête d'une fondation, de la fondation Mosaïque RH. Il est notre invité justement pour nous parler de son engagement et de ce sommet de l'inclusion économique. C'est juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien avec Saïd Amouche. Il est le fondateur de cette entreprise dont on a souvent parlé sur le plateau, la fondation Mosaïque RH, puis la fondation en 2020 et ce sommet de l'inclusion. Merci Saïd Amouche de prendre quelques minutes parce que l'emploi du temps est un peu serré. Le sommet va commencer dans quelques minutes évidemment. Pas n'importe où. Au ministère de l'économie et des finances, le bâtiment vous est donné pour pouvoir... Alors, comment on pourrait le définir? Parce que c'est la 3e édition de ce sommet. Alors, il y a une édition avec le Covid qui est un peu plus compliquée, 2e édition. Comment on le définit? C'est la passerelle entre l'entreprise et les jeunes des quartiers, et pas seulement d'ailleurs? Ça serait ça l'esprit? Oui, en fait, l'idée c'est de dire que pour pouvoir réussir le recrutement inclusif, pour pouvoir faire en sorte que notre société elle s'irrigue de tous les talents, il faut à la fois penser emploi, mais aussi penser entrepreneuriat. Et ça suppose en fait mettre en place en fait des actions concrètes qui permettent à des entrepreneurs de réussir au regard de leur qualité professionnelle et de permettre à cette jeunesse de pouvoir se connecter avec le monde économique pour pouvoir bénéficier en fait de toutes ces opportunités qui s'ouvrent à elle. Quelques mots et on parlera ensuite du profil de ces jeunes des quartiers, mais je ne voudrais pas le réduire aux jeunes des quartiers. Absolument. Il y a aussi pas mal de jeunes en zone rurale qui vivent aux abords des métropoles et qui se sentent autant perdus que les jeunes des quartiers, qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas le contact, qui sont souvent en galère. Mais ce sommet de l'inclusion, c'est quand même un événement immense parce que vous réunissez des centaines d'entreprises, de très grosses entreprises, des écoles, un écosystème incroyable et j'ai le sentiment que ça prend, que les entreprises s'engagent vraiment. Écoutez, honnêtement, nous on est un peu bluffés là. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis un certain nombre d'années aujourd'hui se cristallise et on est en train de se rendre compte qu'on est sur un point de bascule. D'ailleurs, il y a une ONG internationale qui s'appelle Ashoka et qui dit qu'à partir du moment où on est capable de toucher 10% en fait d'un seuil, eh bien on y arrive. Et on n'est pas très loin, on est à 7% aujourd'hui des populations. Quand on cumule tous les collaborateurs qui vont être sensibilisés grâce au sommet de l'inclusion économique, on est à 7% en fait de la population active. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on commence à faire masse. Ce sujet commence à prendre sérieusement. Alors, une journée entièrement consacrée à ce sujet à travers des keynotes, des tables rondes, des débats, des personnalités. J'ai vu que Joe Star passait à 17h30, qui lui aussi devient à sa manière entrepreneur, des chefs d'entreprise qui vont partager aussi leurs expériences. C'est parler du sujet sans tabou et dire à ces jeunes, rien n'est impossible. Est-ce qu'il y a
il y a de ça dans votre message. Par rapport à votre histoire aussi d'entrepreneur, vous créez votre entreprise en 2007, vous venez des quartiers. Trappes, j'ai une bêtise ? Bondy. C'est Kylian Mbappé, ça, non ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais les rôles inspirants, c'est ça l'idée ? L'idée, c'est de dire que il y avait 20 ans, ces sujets étaient inabordables. Rencontrer un patron d'une CAC 40, rencontrer un patron du CAC 40 ou d'une entreprise internationale, c'était inimaginable. Aujourd'hui, ils sont non seulement présents, mais en plus de ça, ils bloquent dans leur agenda 1 heure pour pouvoir rencontrer 10, 15 personnes, pour pouvoir passer un moment agréable, discuter sans tabou et faire en sorte qu'on apprenne à se connaître, hein, tout simplement. Et apprendre à se connaître, c'est le début en fait de la réussite. Oui, c'est ça, c'est savoir qui est qui, faire tomber les murs et ensuite se dire finalement c'est peut-être possible, peut-être que je peux envoyer mon CV dans cette entreprise. Absolument, parce que c'est d'abord une histoire de préjugés. Est-ce qu'on est capable de passer d'un préjugé négatif à un préjugé positif sur des populations qui ont envie de réussir par rapport à des patrons qui ont envie de s'engager? Et quand on arrive à organiser en fait ces rencontres insolites, on peut à un moment donné accélérer le mouvement, parce qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est plus de faire des opérations ponctuelles, c'est de changer le système. Si demain on est capable à un moment donné de transformer ce mouvement, ce sommet en mouvement durable sur l'ensemble du territoire national, eh bien on aura peut-être contribué à faire émerger une nouvelle politique publique. Il y a un double sujet, il y a la tension sur le marché de l'emploi, ça c'est un vrai sujet pour les chefs d'entreprise et qui se disent d'une manière, je dirais, pragmatique, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir encore plus grand nos portes. Et puis il y a un débat qui a été posé par la Cour des comptes qui dit, malgré les efforts des politiques publiques, et je mets de côté le sommet de l'inclusion, le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est 2,7% supérieur à la moyenne nationale. Il y a donc un véritable sujet et un enjeu. Je pense que le rapport de la Cour des comptes fait totalement état des dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'on a le sentiment en fait que les choses vont mieux, on a le sentiment en fait qu'on a mis des moyens, on a mis de l'argent, on a revu des outils, on a mobilisé des personnes, et en réalité, quand on ne va pas au bout de la chaîne, au bout du processus, quand on ne parle pas à tout le monde, eh bien, ces efforts sont pas forcément à la hauteur de ce qui est attendu. Donc du coup, on a besoin aujourd'hui d'aller plus loin, d'aller chercher ces jeunes, d'aller chercher ces managers, montrer qu'ils sont aujourd'hui disponibles et qu'il peut se passer des choses. Et on a aussi voulu en fait traiter la question de l'entrepreneuriat, parce que les discriminations, elles sont aussi autour de la notion de l'accès au financement. J'ai vu qu'il y avait il faut voter, d'ailleurs je le dis, on peut encore le faire, je crois encore, vous avez quelques minutes pour Absolument. voter sur des projets, il y a 5 projets. 6 projets que je trouve assez géniaux, très variés, d'entrepreneurs. Alors il y a l'un qui fait des chaussures sur mesure en cuir fait main en France. Qui est un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui qui s'est reconverti et qui, avec ses deniers personnels, a créé en fait son petit commerce et qui a un shopping dans le 8e arrondissement. C'est formidable comme histoire, il faut le soutenir. On a ces entrepreneurs qui viennent des quartiers dits prioritaires, j'aime pas ce mot, qui s'engagent. Avant, ces jeunes voulaient devenir salariés. Là, on découvre quand même que parmi tous les talents de ces quartiers, il y a beaucoup de jeunes qui disent « mais moi, je veux aussi monter ma boîte, je veux la créer, ma boîte ». Et ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Oui, absolument. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat engagé ou l'entrepreneuriat social sont aujourd'hui des éléments en fait qui motivent les collaborateurs. Si on n'arrive pas à trouver un sens dans un projet professionnel que l'entreprise propose, autant créer son propre modèle et se nourrir en fait de ses propres motivations. Et je constate qu'aujourd'hui, ce sujet-là est connu en fait dans les quartiers, donc on a une puissance entrepreneuriale qui existe depuis des années dans ces quartiers-là, et malheureusement en fait, ils arrivent à développer des projets, ils arrivent à avoir des clients, ils ont des carnets de commandes qui sont pleins, et ils sont freinés en fait dans leur croissance, parce qu'à un moment donné, la banque ne va pas suffisamment leur faire comprendre, parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de clés et de codes qu'il faut maîtriser, et quand on a un analyste qui est froid et qui va analyser d'une manière très mécanique et mathématique en fait le business plan, eh bien le niveau de confiance n'est pas au rendez-vous. Et donc, du coup, il faut aussi regarder ces entrepreneurs avec un niveau d'empathie différent et leur faire confiance. Et donc, on va investir, ça c'est la bonne nouvelle, plus de 100 000 € tout à l'heure. Et sur ces 6 projets, on verra quel est le meilleur.
un fonds, il y a un fonds en préparation, il y a la fondation, je l'évoquais, mais il y a aussi un fonds. Alors, comment il va fonctionner ce fonds? Alors c'est un fonds qui est doté d'un budget de 2 millions d'euros aujourd'hui, qui a été structuré à la fois par des spécialistes. Donc je remercie nos partenaires, notamment PwC, qui a voulu en pro bono en fait, nous aider à structurer ce fonds. Et c'est un fonds qui va avoir pour vocation... En fait, très engagé, PwC, sur l'inclusion. Absolument, et il faut savoir aussi le saluer. Et donc, concrètement, en fait, on va faire des prêts à taux zéro, sans caution. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est donner les moyens de réussite. C'est le sans caution qui est intéressant. Et oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que nous, on fait confiance à l'individu à partir du moment où il a déjà démontré qu'il avait des clients et du chiffre d'affaires. Ça, c'est l'initiative, c'est le fond, c'est l'idée que la société est en train de bouger, et notamment les grandes entreprises. On voit quand même à travers une étude qui date de mai 2022, mais depuis, ça n'a pas beaucoup bougé, que sur les 120 grands groupes français, seulement 3,5% des dirigeants des comités exécutifs et 4% des membres des conseils d'administration sont des personnes issues des minorités visibles. On se dit qu'il y a encore pas mal de routes à faire, notamment, et j'y reviens, sur la notion de personnalité inspirante. Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier, quand on traite ces questions-là, la question du top management et du recrutement au niveau des COMEX. C'est-à-dire que c'est une erreur stratégique aujourd'hui de ne pas concentrer son plan de recrutement aussi sur ces strates en fait, de l'organisation. Les gens sont disponibles, sont formés, ils ont de l'expérience. Richard Descoings a lancé les conventions prioritaires il y a 20 ans. Donc les gens aujourd'hui sont disponibles sur le marché. Et on ne va pas les chercher parce qu'il y a aussi deux mécaniques, la discrimination sur la mobilité en interne, et on a un mécanique de discrimination tout simplement ethnique qui a encore lieu. Sur la on n'est pas couleur de peau. rassuré. Non, mais il faut le dire. On ne va pas mécaniquement aller les chercher. Moi, j'encourage tous les cabinets de chasseurs de tête qui font en fait de la chasse à ces niveaux-là, de s'engager beaucoup plus sur ces questions-là, et on les aidera à alimenter leur vivier s'ils ont besoin. C'est vraiment... Je reviens à l'idée de la personne qui vous inspire. Vous, quand vous l'avez créée, cette entreprise, en 2007, vous aussi, vous lanciez la pièce en l'air. Hein. C'était pas si simple pour vous, dans votre histoire personnelle. Parler de recrutement inclusif alors qu'on n'avait pas de réseau et pas d'argent, c'était pas gagné. Et là, aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il y a une forme de reconnaissance, mais cette reconnaissance, elle n'est qu'utile qu'à partir du moment où on est vraiment capable, avec tout ça, de transformer le système, avec d'autres associations, avec d'autres écoles, avec d'autres entreprises. Le but du jeu, aujourd'hui, c'est de passer à 10% en fait, de la population active, touchée, concernée, formée sur ces sujets-là. Tout à l'heure, on avait un entrepreneur dans la rubrique Les entreprises s'engagent, qui fait d'ailleurs écho à l'action que vous mettez, à votre combat, parce que c'est aussi un combat, et qui nous disait qu'il avait recruté un réfugié de 33 ans, et qui souhaitait d'ailleurs recruter des réfugiés. Et il nous a dit deux choses. Il a dit, j'ai pas géré le recrutement, mais par contre, j'ai voulu mettre des critères, et notamment le critère du savoir-être, qui est un vrai sujet que vous disent les RH, qui vous disent c'est compliqué, il y a le problème du savoir-être. Qu'est-ce que vous leur dites à ces DRH qui viennent régulièrement sur notre plateau? C'est-à-dire le fait qu'on puisse rentrer en communication même si on n'a pas tout à fait le même savoir-être. Je pense qu'à l'époque où on se dit on a une pénurie de main-d'œuvre, vous savez qu'on est passé de 4 entreprises sur 10 à 6 sur 10 aujourd'hui qui expriment des difficultés de recrutement. Donc c'est énorme, c'est colossal. Si on garde les mêmes outils qu'hier, on va à la catastrophe. Je pense que lutter contre les métiers en tension, c'est possible, à condition qu'on change de lunettes, qu'on change de pratique, qu'on arrête de regarder trop le CV, qu'on arrête d'être à la quête des grandes écoles. C'est terminé, c'est une autre époque. Aujourd'hui, il faut regarder en fait ce qui anime les gens, leur potentiel. Il y a une masse aujourd'hui en fait de population qui vivent dans ces territoires défavorisés et qui ont envie de travailler, ou en tout cas réussir leur vie par le travail. Et donc du coup, si on est capable de pouvoir détecter leurs talents en regardant davantage les aptitudes comportementales ou en étant un peu plus dans l'écoute, et on est capable de construire des projets professionnels qui vont permettre à l'entreprise de créer de la richesse in fine. Il y a un enjeu pour lutter contre la pénurie d'emplois, parce qu'il y a un vrai sujet, 350 000 emplois non pourvus, avec des entrepreneurs qui vous disent, ou des chefs d'entreprise qui vous disent « j'arrive plus à recruter ». Et puis, il y a aussi un enjeu, je dirais, social et sociétal pour permettre à des bassins de vie de pouvoir vivre de son travail. C'est un peu un débat lancé d'ailleurs par Gabriel Attal qui fait du bruit, mais c'est cette question-là qui est posée. Vivre de son travail.
Absolument, je pense que c'est la base de la dignité humaine, et je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans une société où on a une multitude de personnes dans ces territoires pauvres qui ont juste envie d'être reconnues par leur capacité professionnelle. Et ça, c'est pas compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme qui s'appelle Mosaïque Talent, et grâce à cette mobilisation autour du sommet, c'est plus de 8000 posts qui sont postés. Donc maintenant, et donc je salue Joe Star qui nous aide aussi à promouvoir cette plateforme, c'est d'aller chercher en fait toute cette jeunesse qui se dit c'est terminé, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça a changé, on change d'époque aujourd'hui, c'est possible, il faut tenter sa chance, et je pense que les entreprises sont prêtes à fonctionner différemment sur ces questions-là. La suite, parce qu'au lendemain de ce sommet, le rideau va être tiré, le ministre va reprendre son ministère et chacun va reprendre sa vie. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas une journée par an, c'est un engagement dans la durée. Comment vous gardez ce lien avec ces entreprises? Parce qu'il y a le greenwashing, mais il y a aussi l'inclusion washing. On se dit, j'ai participé au sommet de l'inclusion, j'ai fait le boulot. C'est pas suffisant. Alors, on a plusieurs leviers. D'abord, le premier levier, c'est que l'avantage d'avoir une fondation, c'est qu'effectivement, on va pouvoir poursuivre, grâce aux dons collectés et à cette capacité à engager des mécènes. On va pouvoir, en fait, organiser des temps de rencontre avec ces entreprises. On leur propose de publier gratuitement leurs offres d'emploi, d'accéder gratuitement à un vivier sur Mosaïque Talent. On va avoir des consultants qui vont être à leur disposition pour pouvoir progresser et construire des plans d'action. Créer les liens. Mais en parallèle, on va travailler avec les pouvoirs publics. On est au cœur de la réforme France Travail. Donc tous ces matériaux que nous sommes en train de collecter, c'est pour pouvoir ensuite les analyser et les transmettre aux décideurs publics demain pour enrichir en fait la pensée et faire en sorte qu'on ait demain des actions, des dispositifs publics qui marchent. Tiens, d'ailleurs, d'un mot France Travail, alors qui n'est pas encore tout à fait sorti de terre, mais qui est en train de naître. L'idée, c'est quoi? C'est qu'elle soit encore plus en prise avec les besoins et les demandes de ces jeunes des quartiers. Comment vous allez réussir à créer ce lien entre l'institution France Travail en création et votre combat et vos actions? Moi, je suis persuadé que demain, si on veut accélérer sur ces questions-là, on a besoin de faire émerger un opérateur dédié au recrutement inclusif. Si on n'a pas des outils, des professionnels qui sont mis à disposition pour pouvoir accompagner les recruteurs lorsqu'ils se posent la question, si on laisse le recruteur tout seul traiter ce problème, eh bien, on ne maximise pas les chances de réussite. Et donc, si demain, on a un intermédiaire qui est porté par l'État, qu'on construit avec les entreprises, parce qu'on peut imaginer des modèles hybrides, on pourra aller beaucoup plus loin. L'APEC l'a déjà démontré, il y a des initiatives de Pôle emploi qui ont permis de le faire. Aujourd'hui, il faut se doter de moyens supplémentaires pour faire une vraie agence du recrutement inclusif. Quel chemin parcouru avant de nous quitter, Saïd Amouche, quand même, ce jeune de Bondy que vous étiez, qui est devenu aussi un sportif de haut niveau, vous êtes passé par le sport. Vous êtes fier de votre parcours parce que je veux dire, aujourd'hui, vous portez une entreprise, vous allez partir très rapidement au sommet de l'inclusion, vous allez être un peu le maître des cérémonies. Vous êtes fier là, du travail et de la route que vous avez faite? Non, je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a les moyens de travailler, mieux travailler qu'il y a 20 ans. Et puis surtout, je suis passionné avec l'ensemble des équipes. Ce que fait Saïd Amouche, c'est aussi 80 collaborateurs qui sont derrière, à la fois au niveau du cabinet Mosaïque RH, mais aussi au niveau de la fondation Mosaïque. Et donc voilà, c'est tout un écosystème avec l'ascenseur aussi dans lequel on a apporté une contribution. Voilà. D'ailleurs, vous parlez d'ascenseur, vous vous rappelez de ce livre, Aziz Seni est présent et sera présent aujourd'hui à ce sommet de l'inclusion. J'ai vu qu'il faisait une table ronde. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui vient d'ailleurs sur notre chaîne et qui avait écrit un livre, l'ascenseur est cassé, prends l'escalier. Absolument, l'ascenseur est en panne. L'ascenseur est en panne, prenons l'escalier. Ouais. Ça a changé depuis ou pas? Moi j'ai le sentiment quand même, et heureusement que le sommet de l'inclusion, heureusement qu'il y a des Saïd Amouche et quelques autres, parce que globalement ça bouge pas, quoi. Ça bouge parce qu'il y a de plus en plus de patrons engagés, il y a de plus en plus d'investissements. Ça c'est votre espoir, ça c'est votre... Ça c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. En revanche, là où vous avez raison, c'est que ça va pas suffisamment loin et qu'il faudrait en fait doubler les chiffres, tripler les chiffres dans un futur proche. Je vous laisse repartir, sommet de l'inclusion, inclusion économique.
Inclusion économique, parce que le vrai sujet, c'est d'abord un sujet économique avant d'être un sujet social. Vous avez vu, on n'a pas eu le temps de parler. Il nous reste une poignée de secondes, mais on parle souvent des quartiers de banlieue. Alors on les imagine en Seine-Saint-Denis de manière un peu cliché, mais on a vu des émeutes urbaines à Alençon, on a vu des mouvements dans des petites villes où on ne s'imaginait pas. Il y a aussi une désespérance sociale dans des petites villes où des jeunes sont perdus. J'imagine que c'est une réflexion que vous menez aussi. Moi, j'ai toujours dit que en fait, ce qui se passait en banlieue, c'était précurseur en fait, et annonciateur de crise sociale durable qui concerne en fait toutes les populations démunies. Donc il faut évidemment se tourner vers toutes les banlieues, et il y en a plein dans toutes les villes moyennes, voire les grandes villes de France, où des jeunes cherchent un emploi et galèrent à pouvoir trouver un sens à leur vie. Merci Saïd Amouche, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Vous avez monté Mosaïque RH 2007, Fondation RH et le sommet de l'inclusion, ne le manquez pas. Si vous ne pouvez pas vous déplacer évidemment au ministère de l'économie et des finances, vous pouvez vous connecter, vous pouvez suivre le sommet de l'inclusion en distanciel grâce à des codes et vivre une journée assez exceptionnelle avec des personnalités inspirantes, des témoignages, des tables rondes, des keynotes, un événement majeur organisé d'ailleurs et piloté par l'agence EPOCA qui vous soutient dans cette opération. Merci Saïd Amouche. On va parler d'un sujet, on ne va pas être dépaysé dans Fenêtre sur l'emploi, on va parler justement d'un baromètre passionnant sur la relation des jeunes avec leurs engagements. Alors des jeunes des écoles de management, que veulent-ils faire de leur vie et quel sens veulent-ils donner à leur parcours professionnel? On en parle, c'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. On termine par Fenêtre sur l'emploi. On va parler de ces jeunes. On en a parlé finalement tout au long de notre émission, de cette jeunesse qui a des convictions et d'ailleurs qui les exprime fortement. Et on en parle avec Manuel Malo. Bonjour Manuel. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice EDEC New Gen Talent. D'abord quelques mots sur cette structure avant de parler du baromètre qui a été dévoilé en novembre dernier, c'est-à-dire là ce mois-ci. On voit que les jeunes quand même n'ont pas leur langue dans leur poche quand il est question de parler d'environnement, d'écologie et d'engagements sociétaux. Mais qu'est-ce que vous faites exactement, vous, dans votre structure? Dans la structure. Alors, j'ai créé ce New Gen Talent Center, en fait, il y a 10 ans. C'est le centre d'expertise de l'EDEC sur les aspirations professionnelles, les comportements et les compétences des nouvelles générations. Et en fait, on essaie de répondre... À la pointe de oui, la absolument. réflexion. Et on essaie de répondre à toutes ces problématiques d'entreprise sur l'attraction, la fidélisation et l'engagement des nouvelles générations qui sont devenues aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro 1 des dirigeants mondiaux. Simplement. Donc voilà, on essaie d'apporter notre pierre sur cette réflexion. Baromètre de novembre qui décrypte les aspirations, les comportements, les compétences professionnelles. On découvre quelque chose d'important, c'est que, c'est un chiffre global, 78% de ces jeunes en école de management considèrent l'impact sociétal comme un critère déterminant. Et vous le dites d'ailleurs dans l'analyse, vous dites on n'est plus sur des cas isolés, on est sur quelque chose de global. C'est quoi? C'est une lame de fond qui est en train de bouleverser la société par le bas? Absolument. Je l'ai appelé une déferlante, donc on n'est pas loin dans les images. Auparavant, ça concernait un petit nombre de diplômés qui voulaient changer le monde, qui étaient très engagés. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'ensemble des grandes écoles de management, des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes universités, c'est que ça concerne le plus grand nombre. Et qu'ils ne veulent plus choisir leur emploi, un emploi qui n'aurait pas de sens à leurs yeux, qui n'aurait pas d'impact sociétal, qui serait un peu ces bullshit jobs. Je sais qu'on en a parlé beaucoup ici, mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'il s'exprime. Avec des étudiants de grandes écoles, parce que là on parle d'écoles de management, mais Polytechnique, HEC, Paris Agritech, qui tous à la tribune des remises de diplômes, et on l'a vu, ça a été très médiatisé, ont tapé fort. Tous. Effectivement, HEC, l'EDEC, le Polytechnique, les mines, la plupart des très grandes écoles... Le corps des mines. Absolument. ont pris la parole en disant « Nous nous engagerons sur une société dont nous partageons les valeurs et dans des entreprises qui auront compris qu'il faut aujourd'hui transformer et leur organisation et leur impact sur le monde. »
Dans les objectifs de développement durable de l'ONU, 43% de ces fameux étudiants qui ont été sondés dans ce baromètre choisiraient de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et 32% à l'éradication de la pauvreté. C'est presque la moitié là, de ceux qui sont interrogés, presque. On est à 43, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors c'est sûr que cette année a été une année très particulière parce que ça a été une année où on a tous vu, le climat a échappé à personne. Et ça a été renforcé encore cette année, le choix de cet ODD-là, en particulier sur les 17. Dans les chiffres, dans les enjeux sociétaux, on l'a vu passer, peut-être qu'on peut le revoir. Environnement, 69%, ça c'est leur critère. Oui. L'éthique, 43%. Égalité femmes-hommes, 42%, ouverture sociale, 34%, et handicap, 10% qui reste faible, mais qui monte, qui progresse. Absolument. Hormis le sujet de l'environnement, où là, il y a des métiers d'application concrète, on peut aller travailler dans des métiers qui contribuent à la lutte contre le réchauffement, le reste, ce sont des sujets, je dirais, qui sont RH, qui sont des sujets RSE. La question de l'éthique, de l'égalité femmes-hommes et de l'ouverture sociale, on n'en fait pas un métier. C'est une exigence, là. Alors c'est une exigence, c'est-à-dire qu'ils vont être très vigilants quand ils vont choisir leur entreprise, mais aussi un petit peu leur poste, à tous ces indicateurs-là, notamment effectivement l'égalité homme-femme, la diversité et l'inclusion en fait, qui sont représentés par ces mots-là. Et ils vont aussi avoir à cœur de pouvoir s'investir, si ce n'est dans leur job au quotidien, peut-être en parallèle, et que l'entreprise leur donne cette possibilité-là, d'avoir un vendredi après-midi. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, dans les grandes entreprises. Oui. Et ils seront très sensibles à ça. Est-ce que je peux avoir un projet transverse sur ces sujets-là si mon job ne peut pas y toucher directement? Mais avant de nous quitter, Emmanuel Malo, c'est une sorte de think tank finalement, ce que vous avez, qui travaille sur les points les plus sensibles pour essayer d'alerter. Quand vous apportez ce dossier et ce baromètre aux décideurs, parce que les décideurs le reçoivent, enfin, je veux dire, ils se grattent la tête? Alors, ils se grattent la tête. Ils sont très intéressés, très attentifs. Oui. C'est leur préoccupation, c'est attirer, fidéliser cette nouvelle génération et l'engager. Ils sont très attentifs. En dehors de faire des études, le reste de mon activité, c'est d'intervenir devant des COMEX et des CODIR pour expliquer... Et porter cette parole-là. Exactement, porter cette parole et expliquer ce qu'il y a derrière. Expliquer qu'il ne suffit pas d'être green. Il ne suffit pas de se dire je suis maintenant une entreprise vertueuse, j'ai une raison d'être, j'ai la loi Pacte qui m'a permis, terminé, et tranquille. donc ils vont venir vers moi. Non, parce qu'en fait c'est non seulement l'entreprise qui doit être vertueuse, mais aussi le contenu de leur job qui doit avoir un impact. Et là, pour les DRH comme pour les dirigeants, c'est plus difficile, mais ils sont très attentifs à ça. Compte tenu que les écoles dont on a parlé, ainsi que ceux que vous avez sondés, sont ceux qui, dans 10 ans, peut-être moins, seront à des postes ministériels, à des postes de décision importants dans les entreprises du CAC et dirigeront le pays un jour. Complètement. Et ça, c'est rassurant. Et ça, c'est rassurant. Donc, ils sont en train de faire la révolution, à travers leur parcours universitaire et scolaire. Merci de nous avoir rendu visite. Baromètre à découvrir sur le site. Les DEC New Gen Talent. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes venu, je crois, au début de l'émission Bismart. Absolument, Smart sur Job. les aspirations. Merci Emmanuel Malo, vous êtes la vous. directrice de ce think tank passionnant. Allez donc jeter un œil, évidemment. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain, bien entendu. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos messages. Et je vous dis à très très bientôt, c'est-à-dire à demain. Bye bye.